Bonjour à tous, je m'appelle Jessica Mahen-Guyenne, je suis avec Meredith Lelièvre et on est avec nous Dina Issani aujourd'hui pour la podcast dans le cadre d'un projet qu'on appelle « Identique, plus similaire que différent ». Donc, c'est un projet qui est créé par deux conseils, le conseil Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce et le conseil Lachine. Conseil jeunesse. Jeunesse de Lachine, oui. Donc, dans le but de célébrer la diversité culturelle et sexuelle, aussi briser l'exclusion sociale et générer des discussions sur différents sujets qui touchent les jeunes. Donc, c'est un projet qui est fait dans le cadre des jeunes citoyennes et citoyens du monde, puis avec l'INM, et c'est financé par Patrimoine Canada. Donc, voilà, donc on a invité Dina Issani, elle nous parlera de son parcours. On va aussi se présenter. C'est ça, donc dans le fond, l'épisode, ça va être sur les enjeux, tout ce qui touche aux personnes racisées, quand tu introduire le terme et diversité culturelle en général. Donc, Dina, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, dans le fond, de ce que tu fais? Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Mon nom est Dina Issani. Moi, je suis titulaire d'une maîtrise en sciences politiques et je m'intéresse à l'évaluation des politiques publiques en matière de participation civique et de lutte aux discriminations qui sont vécues par les minorités racisées vivant dans un contexte défavorisé. Sinon, je suis une femme racisée libanaise, d'origine libanaise, musulmane, qui vit à Côte-des-Neiges et qui a grandi à Côte-des-Neiges. C'est comme ça que je me définis à la base. Et je suis engagée dans mon quartier. Et je travaille en ce moment dans le milieu de l'intelligence artificielle. Donc, c'est ça. Et justement, comme tu disais que tu es impliquée dans ton quartier, c'est pour ça qu'on t'a invité, donc on vient toutes de Côte-des-Neiges. Qu'est-ce qui t'a mené un peu à t'intéresser aux questions de ton quartier, mais aussi aux questions plus générales de diversité dans ton parcours? Je pense en tant que femme arabo-musulmane, puis j'ai vécu des situations, des obstacles dans ma vie en général en tant que jeune femme du quartier de Côte-des-Neiges par rapport à ma classe sociale. Mais aussi, j'ai vu le parcours de mes parents qui proviennent de l'immigration. Puis on a vécu aussi un parcours d'immigration complexe avec des discriminations en emploi, des discriminations par rapport à l'identité. Ça m'a mené à m'intéresser à la justice sociale à un très jeune âge. Puis mes parents étaient très socialement impliqués contre le racisme, les guerres dans le monde, les guerres au Liban. Puis ça m'a mené à m'intéresser à tout ce qui touche la justice, la diversité. Donc c'est pour ça que mon chemin aussi, c'est un parcours un peu linéaire, mais mon histoire a fait en sorte que j'ai voulu aussi étudier dans ces questions-là et travailler sur ces questions-là. Et justement, quel type d'obstacles? Est-ce que c'est vrai que un peu de l'articulation entre classe sociale et des personnes racisées, ça va souvent de pair. C'est quoi un peu les obstacles que tu as pu rencontrer, que ce soit dans des études, au travail, en lien avec ces questions-là? Il y a la question de la classe qui est un portrait général, c'est le fait que quand on vient d'un milieu défavorisé, c'est plus complexe d'avoir accès à des ressources, des informations, à des emplois non précaires, à des situations où tu sais par exemple comment appliquer à une bourse d'études, est-ce que tu as les capacités à comprendre comment ça fonctionne l'université. Tout ça c'est dans un rapport de classe. Puis le rapport identitaire, c'est que dans notre société, moi je reconnais, puis je pense qu'il y a du racisme systémique dans la mesure où il y a des politiques, il y a des lois, il y a des règlements qui ont été mis en place dans un processus historique qui a mené par exemple à faire en sorte que les communautés autochtones, les communautés noires, les communautés arabo-musulmanes, les communautés asiatiques au Canada, au Québec, à Montréal, ont subi des discriminations, par exemple pour avoir accès à un emploi dans certaines zones de Montréal, ont vécu du racisme ou des discriminations par rapport à leur implication ou leur engagement tant au niveau économique qu'au niveau social. Et quand on prend en considération qu'il y a des personnes qui sont exclues par leur identité et qu'on leur prive de certains droits, ça mène aussi à des obstacles de classe dans le sens où, par exemple, en 1918, par exemple, les personnes syriaques, arabes et syriennes n'avaient pas accès à toute catégorie d'emploi.
Donc ça a mené à les mener vers des emplois d'ouvriers, ouvrières, donc dans des statuts précaires. Oui. Mais il y avait une exclusion identitaire à la base qui les a menés à une oppression économique, oui. dans le sens où ils ne pouvaient pas avoir accès à une certaine richesse selon leurs acquis, leurs compétences, etc. Donc c'est un exemple très minime, très simple, oui. simpliste aussi, oui. mais on peut essayer de voir de cette manière le racisme entre la question de la classe et l'identité, tout comme par exemple il y a eu les communautés noires à une certaine période où ils n'avaient pas accès à certains espaces tant culturels, artistiques qu'au niveau d'un emploi. Donc le fait qu'ils ont une identité qui est opprimée par rapport à la classe dominante, ben, ça les mène à avoir une perspective d'exclusion sociale, économique. Tout comme il y a en ce moment, par exemple, des personnes musulmanes ou des personnes qui ont un signe religieux visible, qui ne permettent plus avoir accès à certains postes. Donc, ils doivent vivre dans des conditions précaires, par exemple, en allant dans d'autres postes qui pourraient moins répondre à leur capacité intellectuelle ou de travail. Oui. Je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, puis que il y a beaucoup de monde qui peut vraiment se voir en toi. Je trouve que nous toutes, on est toutes soit immigrants de première génération, deuxième génération, donc on a toutes vécu un petit peu, on a chacune vraiment une expérience de vie qui est unique à nous, mais en même temps qui ressemble à d'autres personnes qui ont vécu un processus similaire. Puis par exemple, comme moi, si je parle un peu plus de moi, moi je suis immigrante de deuxième génération, puis moi aussi je suis née, j'ai habité Côte-des-Neiges toute ma vie. Puis ça, donc moi mes parents sont venus assez jeunes, donc ça c'est leur propre réalité. Il y a d'autres personnes que c'est eux-mêmes qui sont venus tout jeunes ici. Donc je crois qu'on a toutes vécu vraiment des histoires différentes, mais qu'à un point on a toutes passé à travers une série pas de discrimination, une série d'événements qui ont mené à une réflexion sur l'identité qu'on a, puis aussi les opportunités qu'on a, toutes ces causes-là. Puis c'est quelque chose qui évolue tout le temps. Donc je trouve que c'est très intéressant d'en parler, puis de voir toi qui t'es engagé vraiment dans la communauté. T'en as sûrement que tu as eu beaucoup d'obstacles au début. Puis il y a aussi l'effet cumulatif, dans le sens où on n'est pas juste une personne racisée ou une personne de classe sociale plus basse ou une femme. Donc c'est comme, tu les as un peu donnés de manière différenciée, mais c'est sûr qu'on le vit de manière ensemble, puis dans les préjugés qu'on peut vivre, un peu les discriminations, mais c'est jamais juste en tant que personne racisée ou juste parce qu'on n'a pas des codes de classe ou même culturels. Ça va toujours être un ensemble de choses en fait qui vont un peu déterminer les perceptions que les gens peuvent avoir de nous. Ça amène à certains concepts, certaines approches. Il y a par exemple le fait qu'on vit différentes couches d'oppression, c'est de l'intersectionnalité dans un certain sens. Donc, l'intersectionnalité, c'est une approche à la base qui présente. Peut-être que toi aussi tu peux définir l'intersectionnalité. Je pense que de plus en plus il y a différentes visions de l'intersectionnalité, mais c'est moi comment j'essaie de l'expliquer de façon très très simple, c'est de reconnaître que dans la diversité, le terme diversité que je vais expliquer aussi, il y a différentes couches d'obstacles qu'on peut vivre. Par exemple, une personne racisée, défavorisée, qui a un handicap visible ou invisible, pourrait vivre 3 sources d'obstacles dans la société, et ça le mène à, par exemple, on doit faire en sorte de reconnaître que c'est pas une question en fait, c'est pas un phénomène unique, c'est des phénomènes qui doivent être liés et compris à travers comment on dit cette interrelation. Oui, cette interrelation, et de voir comment dans un tout on peut répondre à cette réalité-ci, mais aussi comment dans un tout on peut faire en sorte que les particules d'obstacles, on les reconnaît, puis on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour cet obstacle-ci, qu'est-ce qu'on peut faire pour cet obstacle-ci, mais en même temps toutes les intégrer ensemble pour trouver des politiques, des programmes, des sources de projets qui
permettrait d'améliorer leur sentiment d'appartenance dans la société, mais aussi leur accessibilité puis leur inclusion en tant que telle, puis de reconnaître que déjà il y a cette réalité qui existe et qu'il faut questionner pourquoi ils vivent ces obstacles-ci et comment on peut faire en sorte de minimiser les risques d'oppression ou d'exclusion. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si toi tu as une autre terminologie ou définition du terme. Ouais, je pense que j'ajouterais des éléments, mais c'est sûr qu'en politique publique, c'est vraiment important parce que si on fait par exemple une politique publique pour les femmes, il faut prendre en compte qu'il y a des femmes qui sont en fauteuil roulant, il y a des femmes racisées, des femmes qui parlent pas le français, etc. Et il y a aussi l'aspect, je pense qu'il n'y a pas juste l'aspect de quelles oppressions on peut vivre, mais justement de prendre en compte que tout le monde a une part d'oppression, une part de privilège. Donc de pas seulement regarder, parce que j'ai l'impression que l'intersectionnalité, c'est beaucoup regardé de manière parfois peut-être misérabiliste, comme certaines personnes vivent vraiment beaucoup d'oppression, mais tout le monde est à un peu la croisée de plusieurs identités qui peuvent avoir leur dose de privilège ou non, puis que ça doit être regardé même pour les personnes pour qui ça pose pas de problème, je pense. Enfin, que c'est plus ça que j'ajouterais, puis effectivement le fait on n'est pas d'abord une chose ou une autre quand on a plusieurs identités qui peuvent être plus marquantes, plus vectrices en fait de discrimination, d'expériences particulières. On est toutes ces choses-là en même temps en fait, on peut pas les dégager vraiment. Ouais, exactement. Puis c'est un concept qui a été créé par Kimberly Crenshaw, si je ne me trompe pas. Donc il y a un livre qui existe, il y a Bell Hooks aussi qui a écrit là-dessus, il y a Achille Mbembe qui en parle dans son dernier livre aussi. Oui. Mais c'est très historique aussi dans les mouvements militants, par exemple aux États-Unis, donc même avant que ce soit institutionnalisé académiquement. Donc par exemple le discours anti-woman, donc on n'est pas sûr si c'était vraiment la phrase qui a été dite là, mais qui date, je pense, du 19e siècle. Donc c'est déjà quelque chose qui avait été théorisé, notamment par des femmes afro-américaines sur le fait que elles n'étaient pas vraiment traitées comme des femmes en tant que telles, de par leur condition d'être des femmes noires. Donc c'est quand même quelque chose qui a été, même hors du milieu académique, disons, existant comme pensée. Ouais, ben, ça vient du milieu de grassroots aussi, cette approche-là, puis on l'a théorisé par la suite. Puis aujourd'hui, c'est un terme très tendance pour développer des politiques, des programmes, et tant mieux aussi, dans le sens où on démocratise, dans un certain sens, les oppressions pour trouver des solutions à ces oppressions-ci. Donc ça c'est un des éléments. Sinon, on parle souvent de diversité. Oui. Dans les dernières années, on a toujours entendu le terme diversité à travers les personnes immigrantes ou racisées ou les communautés ethnoculturelles. Oui. Mais c'est un terme qui est dangereux dans le sens où c'est pas vrai que c'est associé aux personnes immigrantes ou racisées. Le terme diversité, en fait, c'est un terme pluridimensionnel qui s'associe à n'importe quoi et n'importe qui, dans le sens où, il y a la charte des droits et libertés, on parle des personnes religieuses, ça fait partie de la diversité, des personnes avec des multiples idées de gauche ou de droite ou de centre, c'est une diversité. On a tous des façons de vivre aussi différemment, c'est une diversité. Est-ce qu'on vit dans un milieu rural ou urbain? C'est une diversité. Est-ce qu'on est... Est-ce qu'on a un trouble, pas un trouble, mais est-ce qu'on vit des handicaps visibles ou invisibles? Est-ce qu'on a une mobilité réduite? C'est une diversité. Est-ce que je porte des lunettes ou pas? C'est une diversité dans le sens où j'ai un handicap, dans un certain sens où je ne vois pas sans mes lunettes. Donc, est-ce que je mange vegan ou je mange de la viande? C'est de la diversité. Donc, c'est un terme pluridimensionnel. Dans les dernières années, on a souvent associé le terme diversité à tout ce qui touche les personnes immigrantes, comme je l'ai dit, mais il faut faire attention, je pense. Oui, aussi là-dessus, je trouve que c'est beaucoup utilisé, déjà pour parler des personnes qui sont la minorité, donc par exemple, alors que tout le monde est de la diversité, c'est-à-dire que la diversité, c'est d'avoir de tout, donc c'est pas juste les personnes qu'on va identifier comme étant... On dit, t'es de la diversité, mais non, en fait, tout le monde participe à la diversité. Puis j'ai l'impression qu'aussi, au Québec, on parle beaucoup par euphémisme, donc là, on va dire, diversité culturelle, mais ce dont on veut parler, c'est les personnes racisées, par exemple. Donc, au lieu de nommer les choses, on va utiliser des termes qui sont très légers, en fait. Ouais, très légers. Un peu des euphémismes. Donc, j'ai l'impression que c'est beaucoup utilisé de cette manière-là aussi. Ouais, bon, ça, je suis d'accord là-dessus. Tu sais, puis, on a parlé de diversité, il y a la diversité sexuelle aussi, sur lequel vous allez en parler dans votre podcast. Oui, il y aura une c'est podcast. ça, on va écouter votre prochain podcast. Donc ça, c'est vrai. Puis, j'ai travaillé sur ces questions. Est-ce qu'on parle de diversité ethnoculturelle ou minorité racisée, minorité racialisée? C'est des concepts qui sont de plus en plus, minorité
BIPOC, j'ai pas le terme français pour dire BIPOC, mais c'est People of Color. Ah si oui, je me oui, trompe et pas. autochtones. Et autochtones. Il y a les communautés noires se définissent d'une certaine façon aussi, Oui. selon les différentes communautés noires. Donc, il y a différentes terminologies. Moi, j'ai dernièrement utilisé le terme racisé dans la mesure où il y a eu un processus de socialisation Oui. qui m'a mené à en fait, la société m'a défini selon mon arabité, ma religion. Puis, de ce fait, on m'a racisé dans le sens où on m'a mis dans un créneau identitaire. Oui. Puis, la racialisation, c'est ça, en fait, c'est le processus de comment on nous définit. Le terme minorité ethnoculturelle, c'est par rapport à l'ethnicité. C'est un terme qui, aujourd'hui, est de plus en plus remis en question, dans la mesure où c'était la société dominante qui a déterminé cette terminologie, alors que le terme racisé, notamment en France, en fait, ils ont repris ce terme pour se définir eux-mêmes. En tout cas, il y a Rokhaya Diallo qui a fait un podcast dernièrement sur cette question-ci. Puis, personnes de couleur, si je ne me trompe pas, c'est les membres des communautés noires qui ont je sais Pas seulement des communautés noires, mais c'est aux ça. États-Unis, mais plusieurs C'est ça. communautés, donc aussi d'Amérique du Sud. Exactement. Mais je trouve que selon le contexte, donc au départ, ça vient justement de personnes féministes, antiracistes, qui disent Ouais. on a une solidarité, on est des personnes de couleur. Et personnellement, dans mon expérience, je trouve que c'est beaucoup utilisé par des personnes blanches qui ne savaient pas quel terme utiliser. Fait que j'ai l'impression que vu que le contexte dans lequel il est utilisé est vraiment différent du contexte d'émergence, c'est un terme avec lequel j'ai longtemps été mal à l'aise. Parce que c'est vraiment, je ne sais pas votre expérience, mais c'est vraiment ça. Moi non plus, mais c'est ça, c'est souvent juste des personnes blanches. Un peu pour dire vous autres, c'est les personnes de Je trouve ça couleur. intéressant de vous parler de ça parce que justement, je crois qu'il y avait vraiment une confusion dans la société pour les terminologies à utiliser, puis surtout sur les médias sociaux. J'ai l'impression qu'on voit beaucoup de choses, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est approprié. Puis justement, je crois que ce serait important qu'il y ait plus de discussions par rapport à ça. J'ai pas l'impression que ça se fait tant que ça, mais justement, comme on a l'impression que les mots, quand on parle de, par exemple, people of color, on dirait qu'on met beaucoup dans des catégories, puis que justement, tu parlais de diversité, puis que souvent on pense diversité, on pense justement sur les minorités, on pense plus du côté ethno-culturel, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté vraiment réducteur des fois dans les mots. On dit par exemple, les Arabes, on n'est jamais juste une chose. Puis je crois que ça, dans les médias aussi, dans les médias sociaux, vraiment, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Là. Il y a quelques temps de ça, en fait, je lisais, j'étais en train de lire un écrit de Alexandra Dupuis, qui vit au Québec. C'est une universitaire qui travaille sur la neutralité de la langue. C'est une linguiste, si je ne me trompe pas. Puis, puis j'ai pris un café avec elle, puis je lui ai dit, c'est qui décide des termes? C'est qui impose les termes? Puis ça fait partie de la compréhension de l'oppression aussi. C'est comment on nous définit. Oui. Qui crée ces termes? C'est souvent la société dominante qui décide de dire comment tu es, comment tu vas agir, comment tu vas t'identifier. Et c'est ça, en fait, la question de l'antiracisme, c'est de se redéfinir, c'est de réutiliser certaines terminologies pour s'émanciper selon ses propres convictions. Par exemple, en France, il y a eu le terme beurette à une certaine période pour indiquer que les femmes maghrébines, c'est un terme péjoratif à la base, où on indiquait que c'était des femmes maghrébines qui soit se maquillaient beaucoup, de la chicha ou je sais pas quoi. Mais aujourd'hui, il y a des femmes maghrébines qui elles, se définissent comme beurettes en disant j'ai une approche militante antiraciste où je veux me définir avec ce terme d'oppression, mais pour retravailler ce rapport de domination entre la société dominante et la société, la population minoritaire. Donc ça, c'est des formes de travail qui se fait aujourd'hui au niveau linguistique. Puis en fait, c'est ça l'importance de la linguistique.
la langue est importante pour comprendre comment on nous a oppressés, même dans notre façon de concevoir certaines personnes. Par exemple, les communautés autochtones, oui. C'est des premiers peuples, mais selon les lois qui existent, par exemple, le terme indien, c'est le colonisateur qui a créé ce terme-là pour indiquer comment vous êtes en tant que premier peuple, comment vous êtes en tant qu'autochtone, comment vous êtes en tant qu'Inuit. Donc ça aussi, c'est des éléments à prendre en considération pour comprendre c'est quoi le rapport de domination dans notre société. Oui. Donc c'est ça. Je voulais revenir au terme inclusion et équité, si vous me permettez aussi. Comme tu travailles là-dedans, justement, tu peux parler un peu de ce que tu fais. Savoir ta perspective. Ouais. Je travaille sur ces questions depuis très longtemps, en fait. Puis à chaque fois, je me remets moi-même en question sur mes propres façons de concevoir les termes. Mais l'inclusion, en fait, l'EDI, équité, diversité, inclusion, en ce moment, c'est un mot hyper tendance. C'est beau, les gens aiment ça. C'est super bien vu pour une institution, une organisation de dire moi j'ai de l'EDI dans mon milieu. L'inclusion, souvent on parlait d'intégration. Moi je préfère utiliser le terme inclusion pour dire que l'inclusion en fait c'est le processus intentionnel qui est toujours en mouvement et qui se permet de vouloir reconnaître la diversité dans tous les sens du terme, et qui veut faire en sorte de mettre en place des actions concrètes et intentionnelles pour inclure cette diversité. Ça, c'est dans une perspective très vulgarisation du terme inclusion, mais il y a d'autres façons de le percevoir. Puis l'équité, pour moi, en fait, c'est le processus de mise en place de ces actions-là pour offrir un traitement juste selon les capacités de chacun et chacune, pour permettre d'évoluer dans une organisation, dans un milieu, dans une société en général. C'est ce qu'on appelle l'équité. Ouais, c'est ça. De façon très très simple pour moi. Donc, par exemple, vous savez, là, à la ville de Montréal, par exemple, il y a Bojra Manaï, qui est la nouvelle commissaire de lutte au racisme. Elle est en train de mettre en place des actions d'équité, notamment pour favoriser l'inclusion des minorités racisées, les personnes immigrantes à la ville de Montréal. Qu'est-ce qu'elle fait, par exemple, c'est de mettre en place des rendements quantitatifs pour améliorer l'équité, par exemple, des communautés noires dans la fonction publique montréalaise. Les communautés, en général montréalaises et montréalais, dans la fonction publique à travers des emplois à l'arrondissement, des emplois à la ville-centre, des emplois dans l'école bleue, donc l'école bleue. Mais ça, c'est quelque chose que quand c'est des organismes publics, on a peut-être plus de facilité à faire, parce qu'il y a moins l'idée peut-être de rendement, etc. Mais ailleurs, tu travailles en intelligence artificielle, et dans plus le monde de l'entreprise privée, quelle portée est-ce que ça peut avoir ces politiques-là? Parce que c'est sûr que pour la vie, c'est plus facile de pouvoir faire ça que peut-être. Tu serais très étonnée, parce que le milieu où je travaille est hyper sensibilisé sur ces questions-là, parce qu'on reconnaît que l'intelligence artificielle a ses propres biais. C'est qui crée l'intelligence artificielle? Ce sont des humains. Et bien sûr, par exemple, dans le milieu des STEAM, la technologie, sciences, technologie, informatique, mathématiques, c'est des personnes souvent... il y a très peu de femmes déjà, très peu de femmes. Et souvent, ce sont des personnes blanches qui sont présentes dans ces espaces-ci. Mais là, depuis quelques années, ce milieu-là veut se transformer. Il y a des transformations qui se font. Moi, je les vois, ces transformations. Puis, par exemple, on a des dossiers, on a une équipe EDI dans chaque milieu avec mes partenaires, les organisations avec lesquelles je travaille. Ils veulent travailler sur des dossiers où on améliore les processus pour limiter les risques de biais, par exemple, de reconnaissance faciale, par exemple, limiter les risques de non-accessibilité à certaines opportunités de machines auprès de communautés défavorisées ou qui ont différents niveaux de littératie. Moi, par exemple, en ce moment, je développe, je coordonne 5 projets à vocation d'inclusion, dans la mesure où on veut favoriser notamment des opportunités
des processus qui améliorent par exemple l'accessibilité des personnes immigrantes dans le secteur de la santé. Parce qu'on sait que parfois les communautés arrivent, même moi, j'arrive dans un milieu à laquelle je ne vais pas souvent. Par exemple, je ne vais pas souvent à l'hôpital, donc je ne sais pas forcément où me rendre à l'hôpital. Les personnes qui sont, par exemple, de Côte-des-Neiges, il y a une grande démographie qui est allophone, défavorisée, immigrante. Donc souvent, forcément, on ne connaît pas le système parce qu'on n'a pas eu les outils et les connaissances pour comprendre le système. Mais aussi, moi, en tant que personne, le français n'est pas ma langue maternelle. Peut-être que j'aurai des difficultés à comprendre certaines terminologies. Ben là, on va créer une machine qui va développer un outil de multilingue qui favorise la compréhension pour tous et toutes. Donc, tu n'as qu'à choisir la langue de préférence et tu parles avec ton médecin. En fait, il te traduit ce qu'il dit de façon simultanée. Okay. Ça, c'est un exemple. Puis sinon, on a un autre projet où on favorise l'accessibilité de personnes non-voyantes à avoir accès à des emplois. Dans des institutions bancaires, par exemple. Puis on veut faire en sorte que dans l'avenir, les personnes non-voyantes ou malvoyantes puissent avoir un emploi à la même non précaire déjà, puis qui répond à qui serait accessible à n'importe qui en fait. Donc créer des systèmes optimales à travers des machine learning comme on appelle, pour favoriser leur compréhension des tâches quotidiennes à réaliser. C'est très complexe à expliquer. Oui, mais c'est très intéressant parce que moi, j'avais pas idée, comme concrètement, les équipes EDI, ce qu'elles faisaient. Puis là, surtout l'exemple de la santé, ça m'a vraiment, comme je me disais, parce que oui, il y a vraiment un besoin pour, justement, la langue, ça peut être une barrière pour les personnes allophones. Puis tu parlais de Côte-des-Neiges, moi, je travaille dans un hôpital à Côte-des-Neiges, puis moi-même, dans ma famille, des personnes allophones. Puis oui, c'est un besoin, c'est un obstacle à par exemple, avoir des soins de qualité. Parfois, quand des deux côtés, on dirait que justement, c'est pas optimal. Il y a beaucoup d'avancées qui peuvent se faire, mais là, donc, est-ce que, en ce moment, tu trouves que c'est quelque chose qui est répandu? C'est dans tout Montréal? Je ne sais pas si c'est dans tout Montréal, mais moi, je travaille beaucoup avec le milieu académique, les différentes organisations existantes dans la société. Puis il y a beaucoup de rencontres, de travail, de partage de connaissances. Il y a beaucoup d'invitations d'experts en EDI qui travaillent avec des institutions, des organisations, des PME, des entreprises privées qui veulent savoir, OK, c'est quoi mon problème dans mon organisation? Est-ce qu'il y a une machine qui est problématique selon vous? Est-ce que on fait des tests avec des séances d'itération pour essayer avec des usagers qui sont potentiellement susceptibles de vivre ces problématiques d'accessibilité, par exemple, puis on fait les tests dans une perspective très, comment dire, un peu comme dans le milieu académique, c'est à vocation d'impact social, bien sûr, donc il y a tous ces éléments-ci qui sont pris en compte, puis de plus en plus, en fait, pour des questions économiques, bien sûr, c'est mieux de répondre à une pluralité de personnes que de répondre à une seule catégorie de personnes. Oui. Donc ça, c'est en notant qu'il y a un impact économique derrière. Parce que par exemple, quand on parle en IA, il y a eu des enjeux sur par exemple le fait que les personnes afrodescendantes les machines avaient tendance à ne pas les différencier entre elles en fait. Ouais. Donc ça par exemple, est-ce qu'il y a un gain économique derrière, puis il y a un enjeu quand même parfois de sécurité. Donc, est-ce que c'est un peu la faille que tu verrais pour l'instant là en EDI, dans toi ce que tu fais, le fait que c'est plutôt quand on est capable de faire de l'argent avec? Je pense, en tout cas pour l'organisation pour laquelle je travaille, je pense qu'on se pose ces questions-ci. On ne travaille pas forcément sur ces questions-ci, mais c'est sûr que oui, on doit répondre à ces questions parce que, en fait, toute entité a une vocation a un intérêt économique, un gain économique à chercher. Peu importe le milieu où tu es, un gain économique, c'est pas seulement financier, ça peut être juste avoir plus de membres, par exemple, qui adhèrent à ta vision des choses. Mais oui, il y a ces questions qu'on se pose. Par exemple, dernièrement, vous avez vu la question des caméras portatives qu'on pose
est-ce qu'il y a cette question qui a été émise sur la table? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que nous, par exemple, notre organisation, puis les chercheurs qui travaillent, les scientifiques, se posent ces questions-ci, puis ils ont l'obligation aussi de se poser ces questions-ci de plus en plus. Auparavant, peut-être moins, mais aujourd'hui, il y a cette obligation de se dire, OK, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y a une discrimination? Il y a la question du colorisme aussi à prendre en considération, de faire en sorte que quand on développe quelque chose, on reconnaît certaines réalités pour limiter les risques, par exemple, de discrimination, même si c'était une machine qui l'a fait, parce que la machine, de toute manière, c'est configuré. C'est configuré par des humains. Après, je ne sais pas si je réponds à ta question. J'ai pas trop l'impression que j'ai répondu. Quand même, mais justement, quand tu parles de plus en plus les organisations travaillent là-dessus, moi j'ai l'impression que particulièrement depuis 2020, exactement, il y a eu une remise en avant dans l'espace public du mouvement Black Lives Matter qui existait depuis longtemps, mais qui a comme fait plus de bruit en tout cas à ce moment-là. Et j'ai l'impression que de plus en plus d'entreprises veulent dire qu'elles sont inclusives, mais ça peut avoir été fait un peu rapidement parfois. Est-ce que tu vois quand même une croissance des bonnes pratiques? Donc toi, ça fait quand même longtemps que tu es impliquée sur ces enjeux-là. C'est quoi un peu l'évolution que tu vois dans l'avenir? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes que, tant mieux, ça a pu faire prendre conscience du racisme, prendre conscience des privilèges qu'elles pouvaient avoir, en tant que personne blanche notamment. Mais après, c'est sûr qu'il faut aller plus loin. Je vais te poser ça comme question, après j'en ai d'autres. En tant que société, j'ai l'impression qu'on voit tout le temps comme les problèmes, on voit tout ce qui peut être fait, mais peut-être qu'il y a eu des améliorations. Puis je pense que depuis 2020, il y a eu une fenêtre d'opportunité. Malheureusement, la mort fait en sorte que il y a des actions qui se font par la suite, malheureusement. J'ai comme une prise de conscience un petit peu. C'est ça, c'est une prise de conscience internationale dans le sens où il y a eu cette fois-ci une certaine internationale dans le sens où il y a eu une convergence de reconnaître que la souffrance des communautés noires existe. Elle existait depuis très longtemps. C'est ça que je veux dire, c'est une prise de conscience des personnes blanches. Parce que moi, quand j'ai vu George Floyd est mort, c'était un plus. Là, il y avait le fait aussi que c'était filmé et que c'était indéniable. C'est ça. C'est ça. La question des violences, elle existe depuis très longtemps. Puis il y a eu des morts auparavant. Il y a eu le décès de quelqu'un à MDG il y a pas si longtemps. Il y a eu des actions policières violentes dans les dernières années. Encore aujourd'hui, il y en a chaque semaine. Il y a des communautés noires qui sont victimes de ces violences-ci. C'est sûr que médiatiser ce genre de violence, puis de mener à la mort, c'est tragique, malheureusement, et c'est très triste. Mais je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui ont un impact. C'est comme le mouvement MeToo. Les réseaux sociaux ont encouragé le fait de parler de ces questions-ci, puis de faire en sorte que les politiciens créent action par rapport aux mouvements contestataires qui se font. Tout comme la mort de George Floyd a mené à faire un mouvement contestataire mondial et qui a fait en sorte que oui, les personnes blanches maintenant se disent ok, la mort des communautés noires existe réellement. On devait attendre dans un certain sens une vidéo. Tu vois concrètement dans ton activité professionnelle peut-être une croissance de contrats, de délits ou de... Oui, c'est ça, je voulais amener, c'est rendu que partout on veut un poste EDI. Et c'est une chose qui est très bien et qui doit être valorisée pour améliorer les pratiques dans chaque organisation. Mais moi je vois quelque chose sur lequel on va discuter, je nomme souvent le mainstreaming de l'antiracisme. Dans la mesure où, en ce moment, il y a de l'antiracisme néolibéral et il y a de l'antiracisme radical. Pour moi, l'antiracisme néolibéral, c'est plutôt une approche qui veut tout simplement valoriser la diversité et la promouvoir, sans concrètement faire avancer la remise en question de c'est quoi qui opprime réellement, c'est quoi les racines, les sources du racisme, c'est quoi les sources des discriminations. Pourquoi dans mon instance, pourquoi dans ma société, depuis des années, depuis des siècles même, certaines communautés sont mises de côté, sont exclues, sont banalisées, sont marginalisées, sont même diabolisées. Et justement là-dessus, il y a aussi l'autre pendant où on a vu justement beaucoup depuis 2020, un peu les clubs de lecture antiracistes,
les relisent de recommandations de lecture, etc. Puis c'est sûr qu'il y a un aspect, je pense même en tant que personne racisée, il y a un aspect, on en parlait un peu plus tôt avec la question de la langue, mais il y a un aspect quand même libérateur à la théorie, de pouvoir comprendre la situation dans laquelle on est, etc. Mais en même temps, c'est juste une partie. On peut pas juste lire des livres sur l'antiracisme, que ce soit les personnes racisées, les personnes blanches. Il y a besoin d'action derrière aussi. On peut pas juste se contenter d'une compréhension en fait de ce qui nous arrive. Fait que je sais pas si oui, toi aussi, mais vous pensez un peu là-dessus. Oui, mais il y a comme plus de dialogue, j'ai l'impression, sur le racisme, l'antiracisme. Il y a plusieurs mouvements justement dans les dernières années qui vraiment ont plus, en fait, sont plus de visibilité qu'auparavant. Puis c'est dommage que ça a dû prendre des morts pour ça, mais c'est une réalité que maintenant, on dirait que pas juste les jeunes, mais dans la société, c'est plus l'objet de la discussion. Mais est-ce que on peut vraiment... Je sais pas si... En fait, c'est que c'est pas de l'action, c'est-à-dire que, OK, on a lu des livres, OK, les personnes blanches ont des c'est racistes, mais après, on fait, tu sais, une fois qu'on a passé ça, fait que ce qu'il y a aussi l'aspect, tu parlais justement, de défaire les structures, comme, en parlant un peu antiracisme néolibéral, qui serait plus peut-être de même utiliser la diversité, ou les personnes racisées. Mais il y a l'autre pendant aussi, qui est un peu genre très académique, puis il y a même un entre-soi parfois dans les universités, sur ces sujets-là antiracistes, on va utiliser un vocabulaire très spécifique que parfois des personnes racisées ne comprennent pas parce qu'elles ne font pas partie du milieu académique. La plupart des personnes racisées au Canada ne font pas nécessairement partie du milieu académique aussi. Donc, il y a plusieurs enjeux là-dessus, j'ai l'impression. Ça rentre dans une question très complexe, mais moi, je reconnais, par exemple, que j'ai certains privilèges aujourd'hui. J'ai des diplômes universitaires. J'ai étudié toute ma vie, j'ai lu toute ma vie des livres antiracistes avant même que ça soit intéressant pour beaucoup des membres de la société. Moi, j'ai commencé à lire du Fanon à cause de mon père. J'ai compris c'est quoi la colonisation à cause de mes parents. Donc, j'ai appris ces questions-là, puis j'ai compris ces réalités. En fait, j'ai compris ma réalité à travers des livres. C'est ça, nous, c'est un besoin. C'est pour ça que je différencie aussi des personnes blanches, où il y a eu beaucoup, genre les clubs de lecture pour personnes blanches, des antiracistes. Nous, c'est un besoin de comprendre notre situation aussi et de s'émanciper par ça. Mais je pense qu'il faut aussi, tu sais, quand je parlais de diversité des idées, même dans les groupes racisés, c'est pas, tu sais, il y a des personnes qui pensent pas, par exemple, je connais des personnes qui ne croient pas au racisme, qui sont... Je crois qu'on en connaît tous. Puis c'est nécessaire de dire que même dans un... Parce que souvent, en ce moment, dans la société, c'est qu'on a mis toutes les personnes racisées comme si c'était un ensemble de personnes qui luttent contre le racisme systémique, qui luttent contre le racisme, qui reconnaissent le racisme. Je ne suis pas en train de remettre en question ces communautés. Même dans nos communautés, dans toute communauté, il y a les rapports entre les hommes et les femmes, il y a les rapports de classe entre les différentes communautés, les communautés racisées en général, il y a le rapport de classe, la question du fait que est-ce que ma valeur est plus importante en tant que femme racisée parce que je suis universitaire, j'ai un emploi stable aujourd'hui, qu'une personne concierge, taxi, qui est racisée aujourd'hui. Donc c'est des questions aussi à se poser. Puis moi, ce que je dis souvent, puis je prends en considération, moi j'ai une sœur, j'ai une famille qui... j'ai des personnes qui disent ok, il y a le racisme et so what? Toi, tu travailles sur ces questions, mais so what? Moi, je vais vivre mon racisme demain, même si toi, tu es en train de travailler sur ces questions. Il y a un dialogue, mais est-ce qu'il y a vraiment comme des changements qu'on voit? Mais les changements, on les voit, mais les changements, on ne peut jamais les voir à court terme. Oui, ça prend du temps. Tu sais, là, par exemple, je parle beaucoup de mon ami Boshra Manaï qui travaille comme commissaire, mais une politique publique, moi j'ai travaillé aussi en politique publique, tout ce qu'on crée, l'impact c'est dans 5 ans qu'on va le voir. Dans 5 ans, on va avoir des postes de cadres, il y aura beaucoup plus de diversité dans des emplois, il y aura moins de travail précaire pour certains groupes. En général, il y a peut-être des groupes qui vont être syndiqués demain, des concierges syndiqués, je ne sais pas. Ceux qui font la conciergerie aussi dans les hôpitaux, c'était beaucoup des personnes immigrantes racisées. Mais eux, ils vivent ce racisme-là, mais ils ne savent pas le théoriser et ce n'est pas un problème aussi pour moi.
Ils peuvent savoir sans nécessairement avoir les termes et sans que ce soit d'un point de vue formel. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas une compréhension. C'est ça, ça veut pas dire qu'il n'y a pas une compréhension. Puis parfois aussi, ils veulent pas forcément que ce soit ça qui est mis de l'avant sur mais c'est une charge mentale aussi. Il ne faut pas oublier que parler de racisme, c'est une charge mentale. Moi, j'ai appris à différencier mes sentiments et mes émotions vis-à-vis de toutes ces questions-là. Parce que je veux travailler sur ces questions. Et à un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas limiter... En fait, je ne peux pas mettre à risque ma santé mentale pour vivre que de la colère. Limites. Et de travailler cette colère pour travailler les questions de participation civique, lutte à la pauvreté, politique publique en matière de discrimination, pour trouver, OK, qu'est-ce qui ne marche pas, puis qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre en place des actions concrètes qui permettrait de juste avantager un groupe qui veut démarrer un projet. Par exemple, parler de ce podcast, pour moi, c'est une action qui va faire en sorte que les gens vont nous écouter et qui auront un impact. C'est juste d'apprendre sur ces questions-là. Pour moi, c'est déjà une action libératrice dans le sens où, OK, il y a une personne de plus qui va écouter ce genre de podcast-ci, va dire, ah, moi, je vais être un allié demain. Où je vais juste en parler avec un ami, où je vais me remettre en question sur mes propres pratiques en tant que personne blanche, en tant que personne racisée, en tant qu'homme, en tant que femme. Donc, de simplement, nous, en tant qu'individus, se remettre en question ou de se poser des questions, puis de regarder, OK, comment collectivement je peux créer l'impact. Parce que moi, je dis souvent, l'impact individuel, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, aujourd'hui, j'ai un travail intéressant, j'ai mes diplômes, so what? Si ce n'est pas mes amis, ma famille, pour moi, je n'ai pas gagné ce que je voulais. C'est de faire en sorte que chacun a les mêmes accès. Par exemple, le conseil jeunesse, juste pour vous expliquer, moi, je n'ai pas été prise au conseil jeunesse de Montréal. J'ai appliqué, puis je n'avais pas été prise et je me suis dit, mais je veux avoir des gens qui représentent Côte-des-Neiges. Et je ne savais pas forcément comment ça fonctionne. Mais je faisais le Jeune Conseil de Montréal, qui est une simulation non apolitique, qui permet de reproduire le système des élus de la ville de Montréal. Et à ce moment-ci, je me suis dit, si je pose pas des questions, je ne vais pas savoir c'est quoi mes privilèges, c'est quoi les actions que je pourrais faire dans mon quartier. Donc là, j'ai appris que je pouvais poser la question à créer un conseil jeunesse dans l'arrondissement, notre arrondissement. Et c'est de cette manière où j'ai toqué à la porte, j'ai dit, moi je veux un conseil jeunesse dans le quartier maintenant. Puis c'est comme ça qu'on m'a dit, OK, est-ce que tu sais c'est quoi une motion? Je suis comme, oui, je sais c'est quoi une motion, j'ai été au Jeune Conseil de Montréal, on m'a appris là-bas. Là, j'ai dit, je veux ça et je veux que vous m'invitez pour que je parle, pour que les élus adoptent cette motion-là pour qu'on crée un conseil jeunesse. Et de là, c'est comme ça que ça s'est créé. Et puis, ça, le fait d'avoir les codes que tu avais pu avoir pendant une autre expérience, ça t'a aidé pour créer quelque chose de plus collectif. C'est exactement, c'est ça. Donc c'était individuel, mon activité au Jeune Conseil de Montréal, dans le sens où j'étais arrivée pour moi, pour développer mes skills, améliorer des compétences oratoires, apprendre sur la politique. Mais je me suis impliquée dans le Jeune Conseil de Montréal pour amener des jeunes du quartier dans cette implication, notamment Gianni. Puis j'ai utilisé les outils qu'on m'a appris pour les transmettre ailleurs. C'est ça aussi l'antiracisme pour moi. Même si ça ne change pas forcément la racine des problèmes, mais ça permet dans un certain sens de trouver d'autres moyens de favoriser ces pratiques d'inclusion, ces luttes contre les discriminations et le racisme. C'est ça, c'est un peu, moi je dis souvent ça pour le féminisme, que c'est pas juste de la théorie, c'est une pratique d'être féministe quand même dans mes interactions avec les personnes, etc. Puis c'est un peu pareil dans le fond de ce que tu dis avec l'antiracisme, une pratique de l'antiracisme, donc par exemple de créer des lieux collectifs. C'est ça. Ça justement, qu'est-ce que tu parlais de charge mentale, c'est parce que je trouve qu'il y a le fait de vivre nos expériences de racisme qui sont déshumanisantes, puis l'aspect collectif, ça fait un peu comme comment, est-ce que tu as eu des ressources qui t'ont aidé quand tu étais à l'université ou autre, comment est-ce que, ou pas de ressources, mais il y a un peu une double charge mentale de, ok, collectivement on vit ça, puis tu as aussi individuellement tes expériences qui peuvent te faire sentir même diminuer. Donc. Je parle souvent de livres,
j'ai lu le manifeste du CARE, qui m'a beaucoup appris à comprendre comment prendre soin de moi, comment lutter pour mes causes, mais en même temps faire en sorte que mes causes ne doivent pas mettre en péril ma santé mentale. Je ne dis pas que je n'ai pas vécu des enjeux de burn-out, de déprime. Je pense que souvent les minorités racisées vivent ces questions-là parce qu'ils veulent se sentir à la hauteur de leurs compétences, doivent travailler plus fort. Moi j'ai pas souvent eu... Moi, je viens d'un contexte défavorisé, puis souvent, en fait, j'étais une de mes amies qui arrivait à l'université, puis les autres amis, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de valeur, n'ont pas décidé d'aller à l'université pour X, Y raison. Et je ne savais pas comment me financer à cette période-ci. Je ne savais pas qu'il existait des prêts étudiants. Je vous donne un exemple, prêts et bourses. Donc, je suis arrivée à l'université ma première année et je ne savais même pas comment payer mes études. Vous comprenez? Donc, c'était très complexe et j'ai vécu beaucoup de violence à comprendre c'est quoi l'université, parce que j'étais la première de ma famille ici au Québec à aussi aller à l'université. Donc, j'avais pas une personne qui pouvait me mentorer, qui pouvait m'aider, m'expliquer les choses. Je devais toujours trouver par moi-même. J'étais très introvertie en passant à mes débuts d'université, mais j'ai commencé à poser des questions à des gens que je ne connaissais pas forcément pour dire comment je peux payer l'université. J'ai appris c'est quoi des prêts étudiants, j'ai fait des prêts étudiants. Ensuite de ça, par exemple, je ne savais pas c'était quoi l'université en tant que telle. Moi, je rêvais d'aller à l'université, j'aime ça étudier, je voulais devenir... En fait, moi, je voulais devenir une intellectuelle de l'antiracisme, mais ce n'est pas du tout le cas. J'ai posé les questions, mais je pense que ce n'est pas tout le monde qui est capable de poser ces questions-ci. Et la question de la santé mentale, en fait, déjà, on est des femmes, on est 3 femmes ici, si on se présente comme femmes, on est 3 personnes qui se définissent en tant que telles ou que la société nous définit comme ça. Ensuite de ça, on est des femmes racisées. Moi, je proviens d'un milieu défavorisé. J'ai envie de réussir, j'ai envie de faire en sorte que ma famille soit fière de moi, j'ai envie que ma sœur aussi s'inspire de moi, mais aussi s'inspire à faire ce qu'elle veut dans la vie. Puis je me devais toujours de travailler, puis me dire je dois travailler, je dois me concentrer sur mes études, je dois avoir des implications bénévoles parce que c'est bien des implications bénévoles. Je dois avoir 2 emplois pour montrer comme quoi je suis forte et je suis capable de travailler, puis étudier en même temps. Donc j'avais toujours cette charge, puis même dans cette charge, il fallait avoir des comportements adéquats selon ce que la société nous indique de faire en tant que femme, en tant que personne racisée. Par exemple, j'ai déjà eu des propos où on me disait « Ah, tu parles trop fort, tu es une femme arabe, les femmes arabes sont hystériques ». Et ça, c'est des préjugés qui sont... C'est ça, les préjugés. Donc, à chaque fois, je devais me dire comment je dois me comporter dans cet espace, comment je dois me comporter dans cet espace-ci. Avec mes amis à Côte-des-Neiges, j'avais un langage. Je vous donne un exemple vite fait. J'ai fait le Parlement jeunesse du Québec aussi pendant 5-6 ans. J'ai été dans les CA, mais ma première année, je suis arrivée et j'ai croisé un ami de longue date qui participait à sa première année, puis j'ai dit « Oh, toi, t'as du swag. » Puis là, les gens me regardaient. Tu sais, le langage, c'était pas le langage conforme dans cet espace-ci. Et même quand on nous a offert la nourriture, c'était très... presque Michelin, de la nourriture que je mange pas forcément tout le temps. Puis j'ai dit « Ah, c'est bio !» Et on m'a tout regardé sur la table et on m'a dit « Ça veut dire quoi ?» Comment ça, vous savez pas? Donc, je vois ça qu'il y a une affiliation avec le classisme aussi. C'est pas juste un enjeu d'être immigrante, il y a plusieurs, selon les codes que tu as, qui vont être dévalorisés au lieu d'être juste acceptés comme une différence. Ça dépend où tu as grandi géographiquement, les personnes qui étaient là. Mais ça crée une charge mentale dans le sens où tu dévalorises toi en tant que personne. Tu te dis, mais est-ce que je suis une mauvaise personne? Est-ce que je suis genre bizarre? Est-ce que c'est beaucoup de questions je me remets en question? Puis ça crée dans un certain sens une forme d'exclusion, dans le sens où tu ne veux plus être ami avec cette personne, où tu veux commencer à vouloir respecter leur façon de parler.
puis t'adapter à cette façon de parler. Donc il y a une charge mentale qui vient avec ça. La charge mentale, une aliénation. C'est ça, une aliénation, mais il faut essayer de trouver ces réseaux qui te permettent aussi d'avoir cet espace pour dire, ben moi j'ai envie de dire que c'est you, puis vous allez respecter le fait que je dis le terme c'est you. Le terme you c'est du créole pour dire c'est très bon. En passant, et je l'utilise encore aujourd'hui dans tout espace parce que c'est le langage avec lequel j'ai grandi. Oui. Puis j'ai grandi dans ce milieu où on se permettait de dire ce terme-là puis de partager des mots. Mais il y a vraiment des rapports de pouvoir parce que si c'est une langue de pays déçus, de personnes racisées, ça va être dévalorisé. Quelqu'un qui passe de l'anglais au français constamment n'est pas dévalorisé nécessairement de cette manière-là. Il y a un enjeu de racisme sur pourquoi est-ce que tu peux te permettre de switcher à une langue mais pas à une autre, par exemple. Il y a aussi l'accent aussi qui peut être perçu comme... ça peut un petit peu comme... on peut prendre une personne qui a un accent pour une personne qui ne comprend pas, ou on dirait que ces personnes-là souvent vont recevoir moins de respect que les personnes qui maîtrisent, on va dire, la langue. Ben moi, parfois, encore aujourd'hui, je vous ai dit, ma langue maternelle, ce n'est pas le français. Et je parle quotidiennement à la maison arabe et français. Puis encore aujourd'hui, parfois, moi-même, j'ai 27 ans, je me sens confortable dans ma vie, j'ai une bonne estime de moi aujourd'hui, comparé à avant. Mais parfois, encore aujourd'hui, même en ce moment, je me dis, est-ce que je parle bien le français? Est-ce que je m'exprime bien? Est-ce que je me comprends? Est-ce que les gens me comprennent? Donc, tout ça, c'est parce que je me dis, est-ce que je suis en train à travers toutes mes identités, mes façons de parler, est-ce que le message que je veux est bien transmis? Est-ce qu'on respecte ma façon de parler aussi? Ça, c'est des questions aussi qu'il faut se poser. C'est qui a accès à ce genre d'espace où on donne la voix? C'est souvent des personnes qui parlent bien, un bon accent, un bon français, alors que ceux qui ont des façons de parler différemment, c'est même au niveau de l'intonation de la voix et tout, ne sont pas forcément les personnes qui sont invitées, mais qui sont souvent, potentiellement, à mon avis, j'ai des amis qui sont super intéressants, qui ont des savoirs extraordinaires, mais qui ne sont pas invités parce qu'ils ont une façon de parler qui ne correspond pas. Ça rejoint un peu même ce que tu disais, parce que je trouve que souvent, quand on va avoir de la visibilité en tant que personne restée au Québec, c'est quand on est excellente. Fait qu'on voit juste les personnes qui sont excellentes. On n'a pas vraiment de place si on est médiocre ou juste moyenne dans ce qu'on fait. Puis j'ai l'impression que justement, sur ce que tu disais sur le fait d'être brûlé, le burn-out, le fait d'avoir beaucoup d'implications, beaucoup d'emplois, je me reconnais là-dedans aussi. Puis j'ai l'impression que c'est parce qu'on se force à l'excellence, parce que je pense qu'on nous fait sentir qu'on n'est pas assez, puis aussi parce que, objectivement, si on n'est pas excellente, on va prendre quelqu'un d'autre qui correspond mieux, dans le fond, aux standards. Il y a comme une charge aussi, je pense, qui est due à... Il y a comme une pression de se conformer. Ça, mais pour plusieurs raisons différentes, là, qui peuvent aussi être de l'intériorisation, de ne pas se sentir inférieur. Mais je pense qu'on est dans une société où la performance prime. Dans notre système, c'est ça qui prime. On est des femmes, donc on est toujours obligé à être mis en question pour notre façon de faire, notre façon de travailler. Encore aujourd'hui, le recensement Canada 2022 a démontré comme quoi les femmes, pour le même poste de direction, gagnent 4 $ de moins, encore aujourd'hui. En fait, on ajoute à ça le fait qu'on est racisé, on a différentes identités, on va se dire, ok, c'est quoi le prochain step qui me permet d'avoir accès ou d'être invité à certains espaces. Puis quand je parlais de mainstreaming, de la diversité, de l'antiracisme, selon les différentes composantes sur lesquelles on veut travailler, souvent ce sont les mêmes personnes qui sont invitées. On le voit, c'est toujours les mêmes personnes qui sont invitées. Parce que ce sont des personnes connues, qui sont bien, qui correspondent aux bonnes normes, qui correspondent à ce qu'on veut aussi comme valorisation de la diversité ou en guillemets de l'inclusion, de l'antiracisme. Donc, puis c'est des personnes que je côtoie qui sont toujours invitées. Moi, de plus en plus, je suis invitée sur certains espaces, mais je donne l'objectif. Par exemple, il y a 2 semaines de ça, j'étais invitée, mais je disais, moi je veux aussi une jeune qui n'est pas connue, mais qui fait des choses extraordinaires.
Puis j'ai dit, elle aussi, elle a le droit de parler, est-ce qu'on peut l'inviter? Donc j'ai donné l'obligation que si on m'invite, je veux que quelqu'un d'autre soit présent avec moi et que ça ne soit pas une personne connue. De plus en plus, je nomme cette chose-là. C'est que, puis la semaine prochaine, je suis invitée à un autre panel. J'ai dit, moi, je veux apporter une jeune. Je vais vous dire c'est qui, je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle fait. Elle n'est pas du tout connue, mais elle mérite d'être connue à travers son expérience et son travail. Donc ça aussi, pour moi, c'est de l'antiracisme. Ce que je fais. Ça rejoint ce que tu disais sur le collectif un peu, parce qu'effectivement, c'est quand, en tant que personne racisée, on attend certains privilèges qui font en sorte qu'on est invité. Ouais. Donc, justement, au lieu de juste l'utiliser pour nous-mêmes, d'ouvrir la porte, en fait. C'est ça. Puis, moi, j'essaie vraiment de faire ça. C'est mon mantra. J'essaie toujours de faire en sorte que je suis jeune, mais je ne suis pas la relève. La relève, elle existe. Vous êtes la relève en passant. Vous avez des façons de faire. Des façons de penser que moi, par exemple, à votre âge, je n'avais pas forcément. Et je pense que vous avez des outils que, par exemple, moi, je n'avais pas auparavant, que j'aurais peut-être aimé avoir, mais que là, ils sont créés, puis ça va permettre à d'autres personnes, par la suite, de les utiliser, puis de les améliorer, de les perfectionner. Tu sais, le niveau d'éducation, aujourd'hui, des jeunes, ça diffère de moi. Vous avez accès à de l'Internet, alors que moi, j'ai dû apprendre à vivre avec Internet, etc. Donc, c'est différents rapports, c'est différents éléments qui nous mènent à percevoir la chose différemment. Je vais juste nommer, je vous donne un exemple, Karim Kopri, qui est membre du Conseil jeunesse de Côte-des-Neiges, si je ne me trompe pas. Ça fait des années qu'il offre des services qui s'appellent Philobox, de manière bénévole. Puis dernièrement, en fait, je l'ai connu à travers le conseil jeunesse et je lui ai dit, ton projet, tu dois le créer en organisme. J'ai dit, moi j'ai été dans des CA, j'ai un certificat en gouvernance, blablabla, j'ai fait des cours de gouvernance. J'ai dit, on crée un CA puis on crée l'organisme pour le quartier, par des gens du quartier, puis on permettra à des gens du quartier de travailler, de s'impliquer et d'avoir accès à nos services. Et aujourd'hui, un an après, ben là, on a des salariés, on a des personnes impliquées bénévolement, on offre un support à toute personne qui veut avoir accès à nos services pour, par exemple, obtenir un emploi, juste être mentoré, avoir accès à des cours de boxe ou de philosophie gratuitement. Donc ça aussi, pour moi, c'est de l'antiracisme dans le sens où ce sont des jeunes qui créent pour eux, par eux, en disant que ça va impliquer une forme de genre un bon effet domino pour la suite. Parce que je me dis toujours, en fait, ce que je dis toujours, c'est il faut créer ce qu'il n'y a pas pour moi, mais pour la collectivité. Pour un peu l'autonomisation collective, mais c'est vraiment intéressant. On arrive vers la fin de la conversation. Et peut-être on pourrait parler de ce qu'on trouve de positif en fait, parce que je pense qu'on a beaucoup parlé plus d'oppression, d'obstacles, mais qu'est-ce qu'on apprécie dans le fait d'être soit des personnes racisées, que soit des personnes qui ont un bagage culturel multiple. Donc je pense que c'est quelque chose qui est important aussi à amener. Moi j'aime beaucoup manger. mais je pense que la nourriture a quelque chose de politique. Je pense que l'héritage gastronomique, c'est important pour moi. En fait, moi j'ai grandi en apprenant de ma culture libanaise à travers la gastronomie libanaise. Ça m'identifie aujourd'hui. Puis je me permets de parler de politique à travers la gastronomie. Mais d'autres éléments, mais je pense qu'il faut être fier de ses racines, des luttes qui ont été établies, des luttes qu'on va réaliser par la suite. Je pense aussi que, je vais dire le mot diversité, mais la diversité de nos histoires nous permet aussi de construire à travers, on est trois femmes différentes, de créer quelque chose de commun par la suite, à travers notre montréalité, le fait qu'on vient de Côte-des-Neiges. Je pense aussi qu'il faut apprécier qu'on est pluriel, on n'est pas homogène, oui. Et c'est mieux d'être hétérogène que homogène dans un certain sens, parce que ça crée l'innovation, ça permet d'améliorer nos procédures, nos processus dans la vie, ça nous permet de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas, etc. D'ailleurs, en parlant de livres, il y a le mémoire d'entrée qui est une maison d'édition qui
favorise la littérature à travers sa diversité pour faire reconnaître les différentes histoires qui existent à Montréal et aussi dans le monde. Donc, c'est ça. Mais je pense que justement, on a une positionnalité un peu peut-être plus dans les marges. Fait que je pense qu'on a une expérience vécue du réel qui fait en sorte qu'on développe une forme d'intelligence différente. Donc effectivement, cet aspect-là qu'on peut apporter, d'avoir une vision des choses et une intelligence différente d'une personne qui peut-être est toujours rentrée dans le moule et qui va avoir une remise en question peut-être plus difficile à faire que ce que nous on peut avoir. Je sais pas si toi tu avais quelque chose à apporter. Oui. Ben moi, vraiment, j'ai trouvé ça passionnant comme discussion, vraiment, puis ce que j'ai réalisé, c'est comment chaque initiative, ça ouvre la voie aux autres. Donc, justement, il faut le faire pour soi et pour les autres. S'il y a un besoin qu'on voit, de vraiment s'exprimer, puis de ne pas avoir peur, justement, que ça n'a pas été fait, pourquoi je le ferais, mais non, en fait, c'est important d'apprécier notre bagage et de le transmettre aux autres. C'est comme ça que la collectivité va en gagner. Donc, puis, je trouvais ça vraiment passionnant que tu parles de ton parcours, puis que tu encourages les jeunes à faire la même chose. Justement, le conseil jeunesse, c'était pas quelque chose qui existait, puis c'est en le demandant que ça a pu exister. Puis on te remercie aussi d'être venu jaser avec nous. Merci à vous, c'était un plaisir. Puis on voulait remercier aussi la bibliothèque, Cyril Bulot de la Chine, et Carlos qui nous a aidés pour l'audio. Merci pour votre écoute et on se retrouve.